Donc 4 sacs Hermès. Je n'ai plus aucun sac Hermès, ils les ont tout pris. Ils ont tout pris. 2 Donc, Birkin, un Kelly. j'entends ma porte d'entrée se fracasser et mon alarme se déclencher, puis j'entends courir dans l'appartement. Et là, j'entends une voix m'appeler de l'autre côté du couloir, mais une voix que je ne reconnais pas du tout. Je me dis, c'est pas lui en fait. C'est un guet-apens et il y a quelqu'un chez moi. Je vais sortir, mais je vais me faire tabasser, je vais me faire taper. Oui. C'est une scène que j'oublierai jamais. C'est la scène qui m'a le plus marquée, c'est de le voir comme ça, dans un état comme ça. J'ai le gaz dans les yeux, dans la bouche, et j'entends juste ce qui se passe. Et là, j'arrive à reparler, je lui dis, on s'est fait cambrioler, ils ont tout pris, appelle la police. Donc je regarde ma main, je vois du sang qui dégouline à terre aussi. Bonjour Jessie. Salut Sam. Bonjour Alan. Ça va Sam, tu vas bien? Je vais très bien. J'aurais aimé vous recevoir dans d'autres circonstances parce qu'on va revenir sur une épreuve que vous avez vécue, que vous avez traversée. Ça s'est passé le 18 mars dernier. Il était environ 11h59 lorsque Jessie, tu es toute seule dans votre appartement, dans ta chambre, sur ton ordinateur, en train de travailler sur une vidéo que tu préparais sur YouTube. Alan, de ton côté, au même moment, t'es pas très loin, mais t'es pas au domicile. T'es à la salle de sport. Et Jessie, Alan, vous avez vécu tous les deux un homejacking d'une violence quand même assez inouïe. Vous allez nous en parler avec deux visions complètement différentes parce que vous l'avez chacun vécu, mais de façon très différente parce que vous n'étiez pas au même endroit. Déjà, je me permets de faire ma Léa Salamé en début d'interview. Comment ça va? Bah écoute, ça va quand tu as failli croiser des agresseurs et te faire taper dessus, ça donne envie de pleurer. Donc j'ai envie de te dire, ça va comme quelqu'un qui va bientôt assister au procès de ses agresseurs. En fait, ça commence à aller mieux maintenant, mais ça va moyen, je dirais. Parce qu'au moment où on tourne, le procès va avoir lieu dans quelques jours. C'est ça, ouais. L'audience, elle va avoir lieu dans quelques jours. Alan, Jessie, vous allez y être tous les deux. Comment vous l'appréhendez? Et après, très rapidement, vous allez pouvoir nous expliquer tout ce qui s'est passé. Oui, alors c'est le 18 décembre, au moment où on filme, c'est la semaine prochaine. En fait, nous, on espère que justice sera rendue, en fait, qu'on pourra... En fait, on espère une sanction à la hauteur du traumatisme que nous, on a vécu. C'est surtout ça. Des mois après, ce traumatisme, il est encore présent, j'imagine. Comment ça se manifeste? Je pense que moi, pour ma part, c'est vrai que... En fait, c'est au quotidien, malheureusement. C'est vrai que j'ai expliqué, il y a quelques jours, par exemple, il y a une personne qui m'a demandé une adresse qui était dans la rue. J'étais directement, en mode alerte. Ça veut dire que la personne me parlait, mais j'étais en train de réfléchir à si je me fais agresser, qu'est-ce que je vais faire? Comment je réagis? Donc en fait, le problème, c'est que c'est ça au quotidien, même à la maison. Des fois, elle vient me voir, je suis concentré sur quelque chose, et je vais sursauter, je vais avoir un réflexe de me protéger, et c'est ça au quotidien, et c'est très compliqué. Donc il y a une hyper-vigilance en fait. Ah oui. Une hyper-vigilance des deux côtés. En fait, le problème, c'est que moi, j'étais déjà hyper-vigilante. J'étais considérée comme la folle de la sécurité dans ma famille. Ils me prenaient tous pour une folle. Si bien que je pense que quand ça lui est tombé dessus, déjà, il s'y attendait pas, parce que je pense que tous, ils se disaient que peut-être j'exagérais. En fait, quand on vit pas quelque chose comme ça, quand on n'a jamais vécu quelque chose comme ça, même si moi, je l'ai jamais vécu, je pense qu'on se dit pas que ça peut nous arriver. Donc moi, c'est vraiment une hypervigilance. J'ai un exemple aussi que je t'ai même pas raconté, mais récemment, j'étais en voiture, je sortais de mon agence, j'avais pas mal de paquets. Tu sais, c'est Noël, les marques envoient des belles choses, et j'ai pas mal de paquets, et je suis dans un taxi, et le taxi, au milieu de la route, s'arrête. Je sais que moi, j'ai des paquets, j'avais des sacs Chanel, j'avais pas mal de choses dans la voiture, des cosmétiques essentiellement, mais c'est des belles marques qui sont écrites sur les paquets. Il descend, et puis il vient de mon côté, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il sort de la voiture, et en fait, il ouvre la porte. Moi, je sursaute, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, j'avais mal fermé la porte. Donc juste pour pas m'embêter, il s'est arrêté, et puis il a refermé. C'est des trucs que, par exemple, même si avant, je faisais attention, j'aurais pas paniqué autant parce que le chauffeur s'arrête et sort. Là, je me suis dit, est-ce que je vais me faire enlever? Est-ce qu'il sait qui je suis? Est-ce que c'est vraiment une hyper-vigilance? Et ça fait peur, en fait. Vous allez nous expliquer comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu aussi, avec vos visions différentes et des faits aussi qui sont différents mais qui se retrouvent. Mais dans un premier temps, je voulais te poser une question, Jessie.
Alors toute ta communauté, tous ceux qui te connaissent savent que tu es une influenceuse connue, reconnue dans le milieu du luxe. Tu fais souvent des hauls, tu montes souvent tes sacs, tu montes les iconiques, tu expliques comment choisir, comment par exemple acheter son premier sac de luxe, quels sont les sacs dans lesquels investir. Tu as dû avoir cette question, ou tu dois avoir ces réflexions sous tes posts depuis que tu as annoncé ce homejacking. Oui, mais c'est normal, tu es influenceuse mode, tu as montré tous tes sacs, tu as montré le luxe, tu as fait un room tour, c'est de ta faute. Qu'est-ce que tu souhaites répondre à ça concrètement? Et comment tu le vis de lire ça au quotidien? En fait, ce que je me dis, c'est que au final, c'est comme dire à un banquier, écoute, fallait pas aller remettre la caisse au coffre ce jour-là. Ça arrive à tout le monde. J'ai récemment une fille de ma communauté, alors je vais pas citer son nom évidemment, qui me disait qu'elle travaillait en boutique de luxe et qu'elle a subi un homejacking. Donc pareil, il faut lui dire, faut pas aller travailler en boutique de luxe. C'est en fait aujourd'hui les homejacking, ça ne touche pas que les gens qui se montrent. Moi, j'ai vu dans la presse des personnalités subir des homejacking qui n'ont jamais montré aucune pièce de luxe. Est-ce que tu penses à Christophe Beaugrand, par exemple? Oui, je pense par exemple à Christophe Beaugrand qui, lui, a subi un homejacking très, très violent. Personnellement, moi, je regarde ses émissions. Je ne l'ai jamais vu ni dans la presse, ni à la télé avec des choses de valeur. Donc aujourd'hui, oui, les personnalités sont visées, mais en fait, tous les métiers qui nous mettent au contact du public avec une caméra ou non, peuvent être potentiellement un métier à risque parce qu'il suffit d'être suivi. En fait, il en faut peu, il suffit d'être suivi pour que ça arrive. En fait. Le homejacking, il a eu lieu pour vous le 18 mars. Qu'est-ce qui se passe la veille? Qu'est-ce que vous faites? Oui, en fait, la veille, malheureusement, c'était une très très belle journée. Ouais, la veille est assez particulière. En fait, on était tous les deux malades. Moi, j'ai chopé un virus, je sais pas, un petit truc gastrique qui est resté quand même 1 mois. Il y a échappé pendant un bon moment et la dernière semaine, il l'a attrapé. Pendant peut-être 4-5 jours, je crois. Ouais, pendant 4-5 jours. Du coup, t'as pas pu aller au travail, je crois. Ouais, j'étais arrêtée pendant 4-5 jours, du coup. Voilà, et on était un petit peu malades. Et en fait, on commençait à se remettre. Ça allait mieux. Moi, ça faisait 1 mois que j'étais enfermée, que je pouvais pas beaucoup travailler. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre un petit sandwich. Tu sais, il y avait une boulangerie virale sur TikTok. Je pense que tout le monde connaît, tout le monde va voir de quoi je parle. Il y avait un sandwich viral. Et j'ai dit ça à mon chéri. Je lui ai dit, ce serait cool qu'on aille faire un petit tour là-bas. C'est assez loin de la maison. C'est en dehors de Paris, mais ça nous fera une petite sortie. Ça va faire du bien. Voilà, on passera la journée. Il y a un centre commercial à côté. On passera, voilà. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, en fait, la veille, la maison était vide. De peut-être 10h du matin à 22h, la maison était vide. Et on est allé se promener, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte en allant à cette boulangerie qu'elle était juste à côté de mon tout premier appartement. Mon premier appartement étudiant, c'était un tout petit appartement que je partageais avec mon cousin en banlieue. C'était vraiment un environnement qui était assez rassurant pour moi à l'époque, mais ça montrait aussi d'où je venais, en fait, que j'ai réussi à arriver là en point de départ. Moi, je suis antillaise, je suis française de Guadeloupe, donc c'est vrai que je suis arrivée ici à 18 ans, j'avais un tout petit premier appartement, et de voir la différence, j'avais même fait une petite photo, une petite story devant, en disant voilà, je suis partie de là, c'est super. J'ai reçu plein de messages qui me disaient que c'était inspirant, et en fait, c'est fou parce que j'aurais jamais imaginé que l'univers me ramène à mon point de départ, juste avant que je perde presque tout. C'est ça qu'en fait, on s'est dit, waouh, la veille, on était à un endroit où j'ai tout commencé. Tout a commencé. Et le lendemain, j'ai presque tout perdu. Ce 18 mars, il est 11h59. Quand tu t'aperçois qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. C'est ça. C'est quoi? Ce sont des bruits? Oui, c'est ça. Alors en fait, déjà, le 18 mars commence dans la matinée pour moi ce jour-là parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'étais encore un peu malade. Je suis dans la chambre, je travaille sur l'ordinateur, il est 11h. Quand je suis en train de travailler sur l'ordinateur, je me lève un peu tard parce que je suis encore un peu malade. Et avant de commencer à travailler sur l'ordinateur, ce qui est fou, c'est que je sors de la chambre et je fais un petit tour de l'appartement parce que je cherche mon fiancé. Je me dis, il n'est pas là. Et comme je sais qu'il est malade, je me dis, il est où? Et je vois par message qu'en fait, il était parti à la salle de sport. Donc, Tu pars comme ça, toi, Alan? Il fait sa vie. Elle dormait. Elle dormait. Il me semble que oui, quand je pensais oui, parce que je suis partie j'étais sur les encore un coups peu de, malade. de 10h à peu près. Oui, donc, Et donc, je me dis, ok, donc il est parti à la salle de sport. Moi, habituellement, je ne travaille pas dans la chambre. C'est un no-go pour moi parce que j'aime bien séparer tout. Je travaille au salon.
Donc là, je fais le choix de retourner travailler dans la chambre juste parce que je suis mal à l'aise en fait. J'ai mal au ventre, je suis encore un peu patraque. Mais à 11h, c'est-à-dire à 49 minutes de l'agression, j'aurais pu littéralement croiser mes agresseurs. Donc je fais ce choix, mais à ce moment, je n'ai aucune idée que ce choix de pièce me sauve en fait. Qu'il me sauve littéralement d'être vraiment frontale avec eux. Je retourne dans la chambre, les portes sont ouvertes puisqu'il y a un sas pour aller dans ma chambre. Je travaille sur l'ordinateur. Et c'est là que j'entends pas mal de bruit devant la porte. En fait, le truc, c'est que ma chambre est, à l'époque, puisque j'ai déménagé, elle est assez loin de la porte d'entrée. Et donc, j'entends tout... j'entends des bruits forts, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose d'extrême parce que c'est étouffé. Et surtout, c'est devant la porte. Je pense juste que tu es en train de revenir et que tu as fait peut-être tomber un petit truc, que tu ramasses ou que c'est des courses. Tu sais, des fois, quand tu reviens avec des courses, tu fais tomber des choses. J'ai pas le temps de processer tout ça, c'est maintenant que j'y pense parce que tout était tellement rapide. Donc j'entends beaucoup de bruit devant la porte. Ensuite, j'entends ma porte d'entrée se fracasser et mon alarme se déclencher, puis j'entends courir dans l'appartement. Donc là, je sursaute complètement parce que je me dis, c'est quoi tous ces bruits étrangers? L'alarme en plus qui sonne, c'est des décibels. Et à ce moment précis, j'ai un réflexe que tous les professionnels m'ont dit, la police, tout le monde, l'équipe juridique m'ont dit, mais personne ne fait ça d'habitude, je m'enferme dans la chambre. Je ne vais pas du tout à la source du bruit. La plupart des gens vont à la source du bruit directement. Ils entendent un bruit chez eux, ils vont voir qui est entré chez eux. Moi, je n'ai pas voulu savoir qui est rentré chez moi parce que je me dis, non, il y a un problème, je sais qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu conscientises, tu réalises quelque part tout de suite, instantanément, qu'il se passe quelque chose de pas De normal. grave, oui. Directement, je me dis, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer et je préfère m'enfermer. Avant de m'enfermer, je crie « Chérie, c'est toi ». La personne ne me répond pas. Et en fait, tu sais, il y a l'alarme, etc., il y a beaucoup de bruit, mais l'absence de réponse, alors que je sais que je suis dans une zone où on m'entend, c'est glaçant parce que si la personne qui est là ne me répond pas, c'est que c'est pas chérie. Et on est d'accord que c'était pas toi. Et c'était pas moi. Et c'était pas toi. À ce moment, je réalise que je suis pas toute seule et qu'il y a quelqu'un potentiellement avec de mauvaises intentions. J'entends énormément de bruit, j'entends du bruit partout. Et surtout, moi, j'essaie en fait d'appeler mon fiancé parce que tout le monde m'a dit « Mais pourquoi t'appelles pas la police ?» En fait, les gens ne réalisent pas que tout ça, c'est dans un délai très court, qu'il y a énormément de panique. Et surtout, pour moi, il est en bas de la maison. La police risque d'arriver dans 15 minutes. Je me dis, c'est bête, parce que qu'est-ce qu'il pourrait faire contre quelqu'un de violent, en vrai? Mais je me dis, s'il y a quelqu'un qui peut me sauver, il est juste en bas, il a qu'à juste remonter. Et voilà, donc j'essaie de l'appeler. Oui, et puis il faut bien, pardon, je me permets de le préciser, mais tout ce que vous êtes en train de nous raconter et qui prend du temps à raconter, en fait, c'est passé, comme tu le dis, et il faut insister là-dessus, dans un laps de temps relativement court. Ah oui, tout a duré 3 minutes. Tout a duré 3 minutes. Et du coup, donc moi, j'essaie de l'appeler, je n'arrive pas à l'appeler, et il y a tellement de bruit que je suis obligée de mettre mon téléphone sur haut-parleur, parce que j'entends pas à l'oreille. Et en fait, tu sais, c'est pour te dire, on te dit, t'es censé te cacher, etc. Mais moi, mon téléphone est sur haut-parleur, alors je sais pas si là où les personnes entendent, ça sonne dans le vide, et puis au bout d'un moment, il y a tellement de bruit que je vais derrière le lit, du coup, parce que je me dis, en fait, si quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, il ne faut pas que la personne me voie, même si c'est verrouillé, est-ce qu'ils ne vont pas donner un coup de pied dedans? Je finis par abandonner les appels, et là, j'entends une voix m'appeler de l'autre côté du couloir, mais une voix que je ne reconnais pas du tout. C'est une voix d'homme, très grave, un peu enrouée. Il y a l'alarme aussi qui tourne, donc ça aussi, voilà, et ma chambre est éloignée. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette voix? J'entends « chérie », mais c'est comme ça qu'il m'appelle, mais je ne reconnais pas sa voix. Je reconnais pas sa voix, donc en fait, moi, à ce moment précis, je me dis « c'est pas lui, en fait ». C'est un guet-apens et il y a quelqu'un chez moi qui n'a peut-être pas trouvé ce qu'il veut et veut me faire sortir. Donc, moi, je reste tapie dans la chambre, je reste en silence, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'entends plusieurs fois m'appeler. Et en fait, avant que j'entende m'appeler, c'est un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a eu un switch entre énormément de bruit. Bon, il y a l'alarme qui tourne. Quand je te dis énormément de bruit, c'est en plus de l'alarme. Entre énormément de bruit, plus rien, et ensuite beaucoup de bruit au sol. Donc du coup, l'alarme tourne, j'entends des placards, des trucs qui tombent, etc., des machins, plein de trucs. Après, j'entends rien, juste l'alarme, et après, j'entends des bruits au sol, juste au sol. Et après, j'entends chérie. Donc c'est pour ça aussi que je me dis, mais c'est extrêmement bizarre, tous ces bruits que j'entends, toutes ces choses que je n'ai pas l'habitude.
Et c'est pour ça aussi que je ne reconnais pas qui m'appelle. Au final, après 3 ou 4 fois, je reconnais la voix de mon fiancé qui m'appelle. Donc c'était toi. Donc c'était moi. À ce moment-là, c'était toi. Voilà, je reconnais sa voix, mais qui est tellement... Sa voix est tellement abîmée que, en fait, j'ai l'impression que tout mon sang se glace parce que quand j'entends sa voix comme ça, je me dis en fait, s'il m'appelle à l'aide, c'est que quelque chose est arrivé. J'ai bien compris que quelqu'un est rentré dans l'appartement. Moi, je pense que la personne est encore avec lui. Et je me dis, en fait, si lui, il a cette voix-là, c'est qu'on l'a mis dans un état de détresse et que quand je vais sortir, je vais finir dans ce même état, en fait. Donc, au bout d'un moment, je me dis, il faut que je sorte. Donc, à la 4e fois où je reconnais sa voix, je décide de sortir. Mais quand je sors, je le vis vraiment comme un suicide, en fait, parce que je me dis, je vais sortir, mais je vais me faire tabasser, je vais me faire taper. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça. Parce que moi, mon fiancé, il fait du sport, il est solide, il est plus grand que moi. Je me dis, pour que quelqu'un le mette dans cet état-là, mon chéri m'a déjà porté, je suis grande, je fais presque 1m79, il m'a déjà porté à bout de bras comme ça, comme un sac, quoi, et facilement. Donc, je sors de la chambre et la première chose que je vois, c'est ses pieds au sol et il est en train de tousser. En fait, j'entendais tousser à l'agonie et comme si quelqu'un n'a plus d'air, en fait, et tousse. Et je réalise que c'est lui qui toussait et qu'il a du mal à respirer. Il a les yeux rouges, il convulse, il bave. Et moi, je pense même à un AVC. C'est tellement choquant. C'est une scène que j'oublierai jamais. C'est la scène qui m'a le plus marquée, c'est de le voir comme ça, dans un état comme ça, dans une panique, un état où quelqu'un qui est aussi stoïque, qui montre rarement quand il est dépassé. Alan, il est très... il en a vu, quoi. Il en a vu d'autres. Donc, c'est vraiment pour le déstabiliser, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très grave et violent. Et c'est... En fait, quand j'arrive dans le couloir, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je ne comprendrai ce qui t'est arrivé que quand tu appelles ta mère et tu lui expliques. Ouais. Et toi, Alan, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter, nous partager déjà ce que tu faisais avant de rentrer chez toi? Comment ça se passe au moment où tu rentres chez toi? Ouais. Et à quel moment tu confrontes ces agresseurs? Du coup, c'est arrivé le 18 mars, j'étais à la salle de sport. J'arrive aux alentours d'à peu près 10h. Donc j'arrive à la salle, je fais ma petite story, je fais ma séance. Après ma séance, du coup, je vais faire quelques courses, je monte chez moi. Donc je récupère mon téléphone, j'ai mes sacs de courses, donc je prends mon téléphone du coup pour déverrouiller l'alarme. Il faut savoir que quand on partait, on a un système de mode partiel. Ça veut dire que si je rentre sans déverrouiller, ça va sonner. Donc je suis obligé du coup de déverrouiller l'alarme pour pas rentrer et que ça sonne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le mode complet où quand vous n'êtes pas à la maison. Exactement. S'il y a quelqu'un qui rentre, qui ouvre une fenêtre, forcément ça appelle la société qui gère la sécurité. Et le mode partiel, tu peux être chez toi, mais par contre, il ne faut pas ouvrir la porte d'entrée. C'est ça. Mais tu peux te balader comme tu le veux chez toi. Exactement, voilà, c'est ça. Et du coup, ce jour-là, l'application buguait. Donc, j'ai dû relancer pour pouvoir du coup retirer ce mode partiel. Mais du coup, ça bug, donc t'arrives pas. Ouais, et du coup, ça bug, donc j'arrive pas. Et pendant que j'attends, en fait, je sens une présence qui arrive vers moi. Donc, je suis vraiment en face et ça arrive de dos. En fait, je me retourne, je me dis, je sens quelque chose, c'est bizarre, je me retourne. En fait, je tombe du coup nez à nez avec ces deux personnes-là. Mais je te raconte ça comme ça s'est passé vraiment littéralement en 2 secondes, le temps de me retourner et que ça arrive. Donc je me retourne, je tombe du coup en face à face avec ces personnes-là. Immédiatement, il y a une personne qui du coup court vers moi et me met un coup en fait au niveau des côtes. Donc, ce qui fait que je me mange le cou, donc je me penche un peu, en reculant, je me cogne. Et en fait, ce qui est bête à dire, c'est que tu sais, quand tu es devant chez toi et que ça arrive, en fait, tu réalises pas ce qui se passe. Oui. Tu sais, je suis devant chez moi, je suis dans mon palier, je me mange le cou, j'aperçois un peu ces personnes, mais en fait, je comprends pas exactement ce qui se passe. Et tu m'avais même dit que tu pensais qu'il s'était trompé. Tu m'as dit que tu avais l'impression que tu t'étais dit que c'est quelqu'un qui donnait un coup à la mauvaise personne. Ouais, en fait, tellement il était tu penses surpris. à plein de choses, mais sauf à ce qui va arriver, du coup. Oui, parce que tu connais pas l'intention. C'est ça. Il s'est dit que quelqu'un veut se venger de quelqu'un, il s'est trompé. C'est ça, en la fait. personne s'est trompée. Je suis devant chez moi. Je suis au mauvais endroit au mauvais moment. À quel moment je vais me manger un coup, surtout où on était. Surtout qu'on est gentil, on fait de mal à personne. Non, c'est ça. Et donc du coup, je tombe.
Et en fait, immédiatement, exactement, je me fais gazer. Donc par la deuxième personne. Ce qui fait du coup, donc là, je suis par terre, je tombe, et en fait, j'essaie de retrouver mon souffle. Là, je commence à avoir du mal à respirer. Et j'entends, en fait, parce que là, du coup, je vois vraiment plus rien. J'ai le gaz dans les yeux, dans la bouche, et j'entends juste ce qui se passe. Donc j'entends un des individus qui prend les clés, qui essaie de trouver du coup pour rentrer chez moi. Et en fait, quand j'entends ça, là, en fait, c'est là où vraiment je comprends, je réalise que là, ce qui va se passer, c'est grave. Je sais qu'il y a ma fiancée à la maison, moi, je suis par terre, j'essaie de crier quelque chose, mais j'y arrive pas, c'est impossible. J'ai mangé, je me suis fait gazer, c'est impossible. Donc en fait, la personne, elle rentre. Pendant que l'autre te garde au sol. C'est ça. Et en fait, au moment où la personne rentre, où j'essaie de bouger, de faire quelque chose, je me refais gazer une deuxième fois. Et là, par contre, c'est vraiment le néant total. Oui, donc c'était le plan, il était très clair, hein, pardon, vu de l'extérieur, mais c'était te maintenir dans les parties communes pour qu'il y en ait un qui puisse rentrer et évoluer dans l'appartement en toute impunité. Moi, je pense que leur but, c'était d'éviter un affront, c'est que ça se passe le plus rapidement possible. J'immobilise le fiancé, c'est ça, t'isoler. Voilà, c'est ça, d'isoler. Donc moi, je suis par terre, je suis vraiment allongé par terre, j'entends ce qui se passe, et c'est là où je l'entends du coup dire « Chérie, c'est toi ». Ah, t'as entendu qu'il essayait de mimer d'être toi? Non, moi, tu sais, quand j'entends rentrer dans la maison, avant de m'enfermer, je dis quand même « Chérie, c'est toi ». Donc lui, moi, il entend juste... Ça, tu l'entends. C'est ça, en fait. Puis plus rien. C'est ça. C'est ça, en fait. Quand la personne rentre, donc l'alarme sonne, et dès que la personne rentre et l'alarme sonne, je l'entends du coup de dire « Chérie, c'est toi », mais un peu fort, en se demandant « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sonne? Pourquoi j'entends Je suis par terre, je me dis « Là, c'est compliqué. Je suis par terre, je suis l'incapacité de faire quelque chose. » Dans ma tête, je me dis « J'espère qu'elle n'est pas dans le salon, je sais pas, j'espère qu'elle est cachée quelque part, qu'elle a eu le temps de s'enfermer quelque part. » Et Dieu merci, elle a eu ce réflexe-là. Donc moi, je suis par terre, du coup, les personnes y rentrent. Et encore une fois, je raconte ça comme ça, mais ça s'est passé vraiment en quelques minutes. C'était vraiment très, très rapide. Donc les personnes y rentrent, ils sortent. Et dès qu'ils sortent, je pense qu'il s'est passé peut-être 20-30 secondes où je commence, du coup, à progressivement, du coup, retrouver, entre guillemets, on va dire, mes capacités. Automatiquement, il y avait tous mes trucs qui sont par terre, j'ai pas ramassé. Je rampe vraiment jusqu'à mon entrée. Je pousse la porte avec mon pied pour fermer la porte, parce que je sais qu'ils sont partis, du coup j'ai compris qu'ils sont partis. Et mon réflexe, du coup, c'est de ramper jusqu'à la chambre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, où elle est. Donc je rampe, je suis en train d'essayer de ressoulever mon souffle, je suis en train de cracher, je me force à cracher en fait pour essayer de retrouver du souffle, pour essayer de parler, parce que j'arrive pas à parler. J'ai les yeux qui bougent, donc ça veut dire qu'en fait je rentre et je rampe vraiment à la mémoire, donc je sais que mon entrée, il est comme ça. J'avance au fur et à mesure, mais dans le noir. Donc j'essaie de l'appeler une première fois, sauf que j'y arrive pas. Donc comme tu as expliqué, du coup en fait elle entend une voix qui l'appelle, mais elle reconnaît pas ma voix parce que j'ai la voix en fait enrouée. Le fameux premier chéri que t'entends, dont tu nous parlais. Ouais. Donc je l'appelle une première fois, elle répond pas. Je crois que je me reforce à cracher, à essayer à avoir du coup de la voix pour l'appeler. Donc je réessaye et c'est là où du coup elle m'entend. Au bout de la troisième ou quatrième fois. C'est ça. Et donc je la vois sortir du coup. En fait, j'essaie de lui expliquer ce qui se passe, pardon. Mais elle, en fait, elle sait pas ce qui s'est passé. Donc elle pense que les agresseurs sont encore peut-être dans l'appartement, que je me fais peut-être menacer. Donc elle, automatiquement, elle me tend le bras, elle me dit « Chérie, viens te protéger ». Donc elle m'attrape, je lui prends les bras, et là j'arrive à reparler, je lui dis « On s'est fait cambrioler, ils ont tout pris, appelle la police ». Au moment du coup, elle essaie de me relever. Et ce qu'elle a raconté, en fait, tout son visage... en fait, je me baisse à son niveau pour voir son état. Et tout mon visage me brûle, en fait. Et c'est là où je lui dis, mais pourquoi mon visage me brûle? Parce que je me mets comme ça pour voir, parce que je voulais voir ses yeux, parce que je ne comprends pas bien ce qui se passe. Et tout mon visage me brûle. Donc je lui dis, mais pourquoi mon visage me brûle? Et il me dit, des cambrioleurs, ils ont tout pris. Je me suis fait gazer dans la bouche. Et puis ensuite, l'adrénaline, je sens que ma main, moi aussi, me brûle. Donc je regarde ma main, je vois du sang qui dégouline à terre aussi. Et réflexe tout bête, parce on vient de se croiser, on n'était pas ensemble. Donc je lui dis, mais pourquoi je saigne? Et là, il me dit, je sais pas, appelle la police. Puisque lui, il ne sait pas non plus si ce n'est pas les gars qui m'ont fait quelque chose. Et en fait, avec l'adrénaline, j'ai réalisé ensuite que
je me suis levée tellement vite pour fermer la porte que je m'étais... Alors, c'est bénin, hein, mais tu sais, quand tu te blesses comme ça, la peau des doigts, il y a beaucoup de nerfs. Et du coup, j'avais la main en sang. Quand la police est arrivée, ils m'ont demandé même si je voulais l'ambulance. Et j'ai dit non, pas du tout. Mais c'est... Tu sais, c'est ce moment où tu réalises même pas. En fait, je sentais plus rien. J'ai recommencé à avoir des sensations quand je l'ai vu. C'est là où je me suis dit, mon visage me brûle, là, ma main me... Mais on était dans un choc tel, et puis tu sais, même quand tu m'as dit des cambrioleurs, ils ont tout pris, je savais toujours pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. C'est vraiment quand je t'ai entendu parler avec ta mère que j'ai compris la violence. Déjà, je savais même pas qui t'avait frappé. J'avais pas compris ça. Je pensais que le gaz, en fait, tu sais, quand tu t'étouffes parce que lui, il était clairement en hypoxie. Hein, c'est à chaque mouvement, il s'est fait gazer. Et là, il t'a expliqué un peu dans les grandes lignes, mais il a essayé de se redresser plusieurs fois et il était littéralement gazé. Jusqu'à un moment, je lui dis, mais pourquoi t'as pas pris ton téléphone? Tu sais, à des moments, t'es un peu... Sauf qu'il me dit, mais j'étais au sol, chaque mouvement que je fais, il me dit, j'ai vu où est tombé mon téléphone. Et il me dit, mais je ne pouvais pas, parce qu'il ne voit plus rien, il ne peut plus respirer. Et chaque mouvement qu'il fait, il essaie de se redresser, il est gazé. Il lève un bras, il est gazé. Donc au bout d'un moment, tu inhales du gaz lacrymogène, tu t'étouffes au sol. Et j'ai réalisé vraiment ce qui s'était passé quand j'ai entendu que tu as raconté à ta maman. Ce qui s'était passé. C'est-à-dire, tu avais quoi? Tu ressentais de la pudeur par rapport à ce qui s'était passé vis-à-vis de ta fiancée? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en termes de ressenti, en termes d'émotion dans ta tête? Pourquoi tu as du mal à lui verbaliser? En fait, je pense que c'est l'ego d'homme, tu sais, de se dire que j'ai rien pu faire. Tu vois? C'est de se dire que j'étais impuissant, que j'ai laissé des gens pénétrer du coup chez nous. Je comprends, mais en réalité, qu'est-ce que tu aurais pu faire face à une situation imprévisible et lâche? Ah, mais bien sûr. Je sais qu'absolument rien. Mais tu sais, en fait, et jusqu'à maintenant, à chaque fois, je me refais ce schéma-là. Je me dis peut-être que j'aurais pu ne pas poster de story à la salle. Tu sais, mais en fait, le problème, c'est que forcément, tu vas te poser plein de questions en te disant qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il y a une forme de culpabilité chez chacun d'entre vous qui se crée par la suite? Moi, je me suis sentie très, 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 très coupable. Moi, j'ai eu de la chance parce que il me l'a jamais reproché, à aucun moment. Moi, j'ai appelé sa mère en pleurs. Hein. Je lui ai dit, je suis désolée, c'est ma faute, c'est voilà ce qu'il y a. Enfin, il lui avait déjà expliqué, mais je lui ai dit, c'est passé ça, c'est ma faute. Je suis désolée que mon métier ait fait ça arriver à ton fils. Enfin, je m'en voulais énormément parce que je me suis dit. Ouais, que par rapport à ton métier, oui, ça mettait en danger. que je t'ai mis en danger, alors que pourtant mon métier n'est pas basé sur ma vie de tous les jours, pas du tout. Hein. Je fais pas du contenu lifestyle en vrai, je fais vraiment du contenu mode, luxe, éducatif. Donc ça devrait être une chance parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'influenceurs qui basent leur contenu sur leur vie. C'est super pour la communauté, ça crée du lien, mais ça te met encore plus en danger. Et malgré le fait que mon contenu ne soit pas basé sur ma vie de tous les jours, sur ma vie quotidienne, ça m'est arrivé. Donc en soi, ça veut rien dire, mais oui, il y a beaucoup de culpabilité d'une part. T'avais l'impression, je crois, qu'ils connaissaient l'appartement, oui, les mises en cause. Parce que tu avais fait un room tour. Ouais, j'ai eu cette sensation. On n'a pas la preuve, hein, mais en fait, ça a été fait de façon très professionnelle. Très méthodique. De profils qui semblent ne pas être professionnels, du coup. Mais en tout cas, le homejacking, lui, semblait professionnel. Et surtout, le peu de temps qui a été passé dans l'appartement, ça démontre que pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui connaissait potentiellement les lieux. Moi, j'ai vu les suspects, donc je sais que ce pas des gens que je connais. Donc comment ça se fait que tu les as vus? En fait, je les ai vus parce que ils ont été attrapés déjà. Il y a eu une audience en comparution immédiate, comme ça se fait toujours. Et ce jour-là, il y avait une grève et suite à un vice de procédure, ils ont été relâchés et le procès a été reporté. Donc voilà. Donc tu as vu leur visage? Donc j'ai vu leur visage. J'ai vu leur visage. Quel est le profil de ces agresseurs, de ces mises en cause? Pour moi, c'est, je dirais pas atypique, je dirais plus c'est monsieur et madame tout le monde. En fait, c'est ça qui a été surprenant, c'est que, honnêtement, Sam, ça pourrait être ton voisin. Ça pourrait être, si t'étais en cours, ça pourrait être tes collègues, ça pourrait être ton stagiaire. Mais jeune, âgé? Très jeune. Très jeune. C'est ça qui est surprenant. Une vingtaine? Une vingtaine. Oui, la vingtaine, ouais, possiblement. Et en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est la jeunesse, il semblerait aussi que ce soit des primo-délinquants, donc il n'y aurait pas d'autres
d'autres faits avant. Donc ça a été surprenant du fait que ce soit littéralement, ça pourrait être monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous pensez que tu étais ciblée? Ciblée parce que tu as une notoriété, ciblée parce que tu fais du contenu public, ciblée parce que tu es considérée comme une créatrice de contenu, une influenceuse? C'est une piste qu'on ne peut pas écarter parce que le fait d'être venu chercher pour moi des pièces spécifiques, en tout cas j'ai l'impression que c'est des pièces spécifiques qui ont été... Des sacs de luxe? C'est ça, c'est des sacs de luxe. Il y a 8 sacs qui ont été volés. 4 sacs Hermès? Donc 4 sacs Hermès. Je n'ai plus aucun sac Hermès, ils ont tout pris. 2 Birkin, un Kelly et un Garden Party. Donc il y a aussi un préjudice matériel, au-delà du préjudice moral, bien sûr, qui est déjà extrêmement important. Ouais. Tu sais à combien il s'élève ce préjudice matériel? Aux alentours de 60 à 70 000 euros. En vrai, Sam, pour être honnête, c'est même pas le préjudice matériel. En fait, même si j'ai plus jamais de Birkin dans ma vie, même si je peux plus jamais me racheter de sac, c'est même pas ça que je me suis dit. Je me suis juste dit, le traumatisme, moi, je l'ai à vie. Donc, ça, tu sais, c'est du plus. C'est, j'ai bien travaillé cette année, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un joli sac, voilà. Mais, en fait, tu sais, c'est des choses qui te font plaisir. Moi, je vois ça comme des pièces matérielles accomplissement. Tu vois, où tu te dis, c'est cool, dans ma niche, c'est bien, tu vois, J'ai fait des études dans le secteur, donc je connais l'histoire de la maison. Je sais que c'est compliqué d'avoir ce type de pièces. Donc, quand tu aimes bien collectionner, il y a l'aspect collectionneur aussi. Ça te fait plaisir. Ça m'a embêté que c'est ça qui ont été volés, mais c'était même pas ça, honnêtement. C'est ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient des sacs Hermès? Selon toi, hein. Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, j'aurais jamais la certitude. Peut-être qu'au procès, ils le confirmeront ou pas. Moi, j'ai l'impression que oui, puisque c'est ça qui ont été volés. C'est ça que j'en parlais sur les réseaux sociaux. Ce sont des sacs qui sont faciles à vendre sur le marché noir ou de seconde main. Et surtout, ce sont des sacs qui peuvent prendre une valeur astronomique en seconde main. Oui, qui valent généralement 2 à 3 fois plus cher que le prix boutique. Et dans mon cas, on était plutôt sur du potentiellement 5-6 fois, puisque j'avais des pièces rares. J'avais un Birkin qui avait été fait sur mesure, avec des finitions spécifiques. J'en avais un autre qui était aussi... c'était une couleur qu'on ne trouvait pas. J'avais un Kelly aussi, c'est une édition que même Hermès ne fait plus en boutique. Donc, tu vois, c'est du matériel. Voilà. En fait, j'ai vraiment envie que les gens comprennent que aujourd'hui, je viens pas sur ton plateau pour venir me plaindre parce qu'on m'a volé des sacs Hermès. Bien sûr. C'est ça, en fait. Bien sûr, mais ça fait partie de l'histoire. C'est ça, mais que le préjudice ait été de 3 000 ou 70 000 euros, en fait, on aurait été traumatisé de la même manière. Parce que c'est le fait de venir aujourd'hui violenter des gens et les traumatiser à vie pour des pièces qui seront revendues pour une bouchée de pain après sur le marché noir. Parce que, honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible d'atteindre les sommes astronomiques qu'on voit en seconde main si c'est vendu comme ça. Mais est-ce que ça a fait partie de l'enquête? Est-ce que certains enquêteurs ont regardé sur des sites célèbres de revente de seconde main, voir si tes sacs étaient dessus pour essayer de remonter la piste, savoir d'où ça venait, qui les aurait mis en vente? En fait, moi, j'ai fait le choix de ne pas chercher parce que ça alimentait un peu le traumatisme. Donc moi, une fois qu'ils ont été volés, j'ai toujours dit que je ne chercherais pas. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'un jour, j'ai une fille de ma communauté, une fille qui me suit, qui m'a envoyé un lien d'un site connu, je ne sais pas si je peux le citer ou pas. On peut, bien sûr. De vestiaire collective. Et j'avais un Kelly Box noir. Et elle m'a envoyé le lien. Et quand j'ai cliqué sur le lien, en fait, il s'est avéré que... Alors, je ne sais plus si c'était le lien en question ou si le sac, en scrollant, je l'ai vu. Mais j'ai vu un sac qui ressemblait trait pour trait au mien. Mais quand je te dis trait pour trait, c'est les mêmes rayures. Hein. Ça veut dire qu'il y avait environ 5-6 rayures. C'était les mêmes rayures, assez spécifiques. J'ai contacté la police. La police a contacté les personnes qui l'avaient mis en vente. Et il y a eu des explications qui leur ont semblé correctes. Donc ça n'a pas donné suite. Mais moi, j'avais le sentiment que c'était bien mes sacs. Après, écoute, la police fait son travail, donc c'est la seule piste qu'on ait eue. Sinon, mes sacs n'ont jamais été retrouvés. D'ailleurs, en parlant de la police, à quel moment la police intervient? Ils mettent combien de temps à venir à partir de l'instant que tu les appelles? La police arrive... 20 minutes? Ouais. Quelque chose comme ça? La police arrive en 20 minutes. Pour le coup, en fait, ça nous paraît long,
Mais sur le moment, ça paraît sur le moment, ça nous paraît long, on est très remonté et tout. Mm. Mais par contre, je tiens quand même à saluer le travail de la police sur cette enquête parce que moi, je t'avoue, je m'attendais à être méprisée. En fait, je me suis dit, il y a tellement de choses qui se passent en France. Moi, j'arrive, voilà, petite princesse qui s'est fait voler, avec un dommage considérable financier, mais ça va, c'était juste une gazeuse. Moi, je m'attendais à ça, et non. L'affaire a été prise extrêmement au sérieux. Les policiers ont été hyper délicats, vraiment. Non, franchement, on est tombé sur une superbe équipe. Je suis tombée sur une très très belle équipe. C'est pas la première. En plus, c'est pas la première vague qui m'a reconnue, c'est la deuxième. Et dès la première vague, ils ont été très sympas. Donc je dirais pas que c'est parce qu'ils m'ont reconnue, non. Les premiers, ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Voilà, j'ai expliqué que je faisais des vidéos, mais ils étaient déjà très gentils, très. Ils ont vu ma main en sang directement, ils ont proposé l'ambulance, alors que je leur ai dit. Ils m'ont dit oui, même des fois, vous avez pu toucher un nerf même en ouvrant, et c'est moi qui insistais pour non. Ils ont été vraiment très, très, pour le coup, je tiens à saluer ça. C'est la deuxième vague ensuite, je crois que c'est la police scientifique. La police scientifique, ouais. Qui, du coup, a reconnu que j'étais sur les réseaux sociaux. J'ai demandé, moi, à ce que l'affaire ne sorte pas dans les journaux, parce que je sais qu'il suffit qu'une personne parle. Et c'est pas sorti, donc ils ont vraiment respecté. L'affaire, en fait, on aurait pu la garder complètement secrète. C'est après, j'ai fait le choix de faire cette vidéo YouTube pour pouvoir expliquer à ma communauté pourquoi certains sacs avaient disparu. C'était même pas dans l'optique de médiatiser l'affaire à la base. Et voilà, mais la police... Et puis même au-delà de ça, c'est tellement traumatisant que tu as ce besoin peut-être aussi de transparence avec ta communauté. Ils le verraient de toute façon qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta façon d'être. C'est clair. C'est surtout que j'ai commencé à être moins active à ce moment-là parce que du coup, il fallait qu'on déménage. Puisqu'on a dû déménager, on a déménagé 2 fois. Vous prévenez la copropriété ? Oui. Vous les mettez en garde ? J'ai appelé le syndic. Ouais. Enfin, j'ai pas appelé le syndic puisque j'arrivais pas à avoir leur numéro. Non. Mais j'ai écrit un mail au syndic pour les informer de ce qui se passait parce qu'à l'époque, je suis dans un immeuble où, sans donner trop de détails, où on va dire que je suis la personne la moins intéressante à cambrioler. En termes financiers, médiatiques, tout ce que tu veux. Enfin, je suis en bas de l'échelle dans cet immeuble. Et du coup, à ce moment, j'écris un mail déjà pour informer le syndic de ce qui se passe, mais aussi parce que je me dis, s'ils m'ont trouvé, ils savent potentiellement qu'il y a d'autres personnes et j'avais pas envie de mettre en danger mes voisins non plus. Donc j'ai écrit au syndic. J'ai eu un retour mail assez classique, me rappelant les normes de sécurité qui ont été mises en place, que c'était bien noté, mais j'ai pas eu de retour drastique. Voilà, c'était pas... J'ai pas eu l'impression que ça allait faire changer les choses. La seule chose aussi qui m'a vraiment déstabilisée, c'est que moi, à la base, je voulais rester habiter dans cet immeuble, déjà parce qu'il était bien localisé, parce que je m'y sentais bien, on avait nos habitudes. On était très bien, on avait un bel appartement avec une très belle vue, on était à l'aise. Et on s'était dit qu'on ne voulait pas que ce soit eux qui gagnent, en fait. Qu'on nous prenne tout, notre chez nous, nos affaires, notre tranquillité, notre bel esprit. Et pour te dire, c'est même moi qui ne voulais pas. Je crois même le deuxième jour, tu m'as dit « faut qu'on déménage », je dis « mais non, on a trouvé un bel appart, on peut accueillir nos familles, nos proches ». Je lui dis « non, il est hors de question ». Et je pense que c'est quelques jours après, quand je crois que je descendais les poubelles, je lui ai dit « en fait, non, il faut qu'on parte, c'est impossible, j'arrive pas ». Ah oui, t'arrivais pas. Je sortais, j'avais un truc de la poche, je me dis si je me fais attaquer, il faut que je me défende. Je sortais avec des masques et des lunettes, tu vois, pour te dire à quel point c'était traumatisant. Je me dis en fait, tu peux pas rester ici. Non, vas-y. Désolée. Non, et puis on a senti aussi un manque de sécurité à partir du moment où il y a eu certaines personnes qui travaillaient dans l'immeuble qui m'ont fait me sentir en insécurité à ce moment-là. Et en fait, moi, suite à ce homejacking, les personnes qui s'occupaient de faire la gestion de l'immeuble étaient toutes au courant. En fait, il y avait un système de filtrage à l'entrée et tout le monde n'entrait pas. Ah, donc c'était un immeuble sécurisé. Ouais. Très sécurisé. Très sécurisé. Il y avait un système de filtrage à l'entrée dont eux s'occupaient. Et en fait, moi, j'ai juste dit, ne filtrez plus et je descendrai, moi, accueillir mes invités. Comme ça, on n'a plus de problème, en fait. Et je pensais pas que ça aurait pu être mal accueilli, puisque j'ai l'impression à ce moment-là de demander moins de travail. Au final, j'ai pas l'impression de rajouter une tâche. Et un jour, ma petite sœur
m'appelle pour me dire qu'elle est en bas. Et donc, je lui dis, bon, bah, j'arrive, je descends. Et entre-temps, je crois que quelqu'un rentre. Et du coup, elle me dit, bon, bah, je suis rentrée, en fait, la porte s'est ouverte. Est-ce que je viens directement? Je lui dis, bon, bah, essaie, oui, mais sinon, moi, j'arrive. Je mets mes chaussures et j'arrive. Et en fait, quand je descends, je trouve ma sœur en pleurs, en fait, en bas, voilà, à l'accueil de l'immeuble. Et je lui demande ce qui s'est passé. Et elle me dit, ben, ils m'ont crié dessus, en parlant des personnes qui s'occupent de la gestion. Et moi, je vais... Enfin, je me dis même pas que c'est quelque chose de grave. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a eu une incompréhension, ou je sais pas, mais je la vois quand même en pleurs. Et j'ai à peine fait un pas que je me fais hurler dessus. Et bon, l'échange est ce qu'il est. Moi, j'essaie de rester calme. Mais la seule chose... En fait, l'élément déclencheur de cet échange, qui était quand même très violent de la part de ces personnes, je le précise, parce que moi, j'ai rien demandé, c'était que je demandais trop de choses. Trop de choses, je pense, c'était juste... je leur ai demandé de faire attention à ma sécurité et que je descende, juste chercher mes hôtes. Et qu'à partir du moment... La dernière phrase que j'ai eue, c'est à partir de maintenant, dès que quelqu'un me dira qu'il va chez vous, je laisserai monter. Ok. Ouais. Donc, dès lors que j'ai eu cette phrase, je me suis dit, je vais déménager. Parce que... On m'a dit ça en me regardant droit dans les yeux, en me hurlant dessus. Et j'ai pas eu d'excuses les jours d'après, puisque je croisais, du coup, c'était une ou des personnes qui travaillaient dans l'immeuble. Alors, je dis pas que c'est le cas de toute l'équipe. J'ai eu des gens qui ont été extrêmement bienveillants, voilà, mais il y a eu une petite partie, une petite minorité qui a suffi à augmenter le traumatisme, en fait, à le raviver. Et du coup, je me suis dit, il faut que je parte. Faut qu'on parte. Je me suis dit, il faut que je parte, parce que si la personne qui est censée s'occuper de ma sécurité, ne veut pas et me dit ça, c'est que c'est terminé, en fait. La prochaine fois, je vais faire quoi? Je vais me faire tuer, voilà. Et vous avez déménagé? Donc, on a déménagé une première fois. 2 fois. Puis une deuxième fois, ouais. On a déménagé 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'on avait peur. Ouais. On avait peur on va rentrer dans les détails, mais c'est juste que... En fait, c'est compliqué. Quand tu vis un truc aussi traumatisant, je pense que, tu sais, quand tu déménages une première fois et que tu te dis, ok, j'ai l'impression de me sentir encore moins bien que l'autre fois, on se dit, bon, on va redéménager encore. Bon, là, on espère que c'est la bonne. Je te coupe, sachant qu'on avait déménagé quand même dans l'urgence. En fait, il y avait plein de choses aussi qu'on n'avait pas forcément fait attention. Oui, vous avez fait les choses rapidement pour pouvoir soulager cette pression. Voilà. On s'est dit, en fait, non, là, donc, attention. On s'est dit, on préfère partir. Donc, on a déménagé 2 fois. Et je précise, c'est vraiment pas par confort. C'est pas parce qu'on a été... Non, c'est par sécurité. C'est clairement par sécurité. Je le disais tout à l'heure, au moment où on tourne l'audience, le procès va avoir lieu dans quelques jours. Vous allez y être, bien sûr. Vous allez vous retrouver face à ces mises en cause. Dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de cette situation? Tu sais, c'est assez particulier parce que, étant donné qu'on les a déjà vus, déjà on sera moins surpris. Mais pas en réel. Si, on les a vus. Si, on les a vus. Ah si. Puisqu'en fait, tu sais, l'audience a débuté. La première fois, quand elle a été reportée, l'audience a débuté. Les avocats des mis en cause ont soulevé. Ils vous ont regardé? J'avais plus l'impression qu'ils cherchaient leurs parents. Ouais, j'ai pas l'impression que... non. Non, j'ai pas... Enfin, moi, j'ai croisé le regard de l'un d'entre eux. Et ils sillonnaient un peu tous la salle et j'avais plus l'impression qu'ils cherchaient des proches. Après, Mais est-ce qu'au moment de l'audience, certainement que vous allez prendre la parole, tu vas prendre la parole, est-ce que tu as envie qu'ils puissent, je sais pas, est-ce que c'est un besoin de faire comprendre l'acte, de faire comprendre les conséquences de leurs actes? Bien sûr. Si on nous donne l'occasion de parler, oui, on s'exprimera complètement parce que l'objectif, c'est, comme je te disais, c'est que la sanction soit à la hauteur du traumatisme qu'on a eu. Et c'est pas parce que c'est la première fois qu'on fait une bêtise qu'on ne doit pas être puni à la hauteur de la bêtise qu'on a fait. Oui, c'est-à-dire, il y a quoi? Il y a une crainte peut-être aussi, c'est humain, de se dire, est-ce qu'ils vont être condamnés? C'est ça, parce que quand on a 20 ans et qu'on fait une première bêtise, la loi peut être assez clémente. Donc on ne sait pas en fait à quoi s'attendre et nous, on aimerait vraiment aujourd'hui que la sanction soit à la hauteur du traumatisme qu'on nous a infligé. C'est pas parce que c'est une première fois, c'est pas parce que c'était qu'une gazeuse. Il y a plein d'éléments aujourd'hui qui, on a été traumatisés par ces éléments-là.
Donc on aimerait aujourd'hui qu'il ne soit pas minimisé parce que le traumatisme est là. Qu'est-ce que vous attendez de cette audience ? Est-ce que vous savez ce qu'ils risquent concrètement ? Quelle est la pire sanction qu'ils peuvent avoir ? Je pense que la pire sanction, ça peut être des années de prison. Voilà. Non, pour qu'ils puissent réaliser ce qui a été fait et le traumatisme que les gens ont. Parce que malheureusement, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et c'est ça le problème. Je vais vous poser une question, je vais te poser aussi Jessie, et toi en tant qu'influenceuse et créatrice justement qui est dans ce milieu, qui évolue dans ce milieu du luxe et même sur les réseaux sociaux. Elle peut paraître débile la question, mais je vais quand même te la poser. Oui, ça c'est ce qu'on entend tout le temps dans le milieu. Concrètement, est-ce que tu as des conseils à donner, des choses que tu préconiserais pour les personnes qui nous regardent, qui peuvent partager des craintes, tu vois, similaires que tu avais même avant, et qui se disent, mais regarde, aujourd'hui je vois Jessie et Alan, malgré toute la sécurité qui était mise en place, malgré toute leur vigilance et même leur hyper-vigilance, il leur est arrivé, ils ont subi un homejacking. Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger ? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ce fléau ? En fait, on m'a beaucoup posé cette question en interview et je suis un petit peu plus pessimiste qu'avant. En fait, moi, je pense que j'avais déjà mis en place tout ce qui peut être mis en place aujourd'hui. Moi, je pense que, mis à part, et tu vois, ça c'est le truc que j'avais pas fait parce que je vois pas l'intérêt, je suis pas Britney Spears, donc je me vois pas engager un garde du corps. Mais je me dis, mis à part avoir quelqu'un qui te suit H24, je vois pas comment. Je pense qu'aujourd'hui, on peut limiter la casse en ayant un système de sécurité, en ayant que les proches aient la localisation, etc. Ouais, des caméras, des choses des comme caméras. Ça. Moi, je pense que dans notre cas, par exemple, on a limité la casse. On pense. Parce que l'alarme, forcément, il y a du stress. Oui, ça forcément, ça vous vous dites que ça aurait pu encore plus mal tourner ? Oui, moi, j'ai la sensation que ça aurait pu aller plus loin si on n'avait pas... Je pense que l'alarme nous a pas mal aidé malgré ce qui s'est passé. Ouais. Ça les a peut-être poussés, tu sais, à se dépêcher. À se dépêcher, à aller plus vite, à peut-être prendre moins de choses, ou pas faire le tour de la maison, ou pas chercher s'il y avait des personnes dans la maison, tu vois. Donc je pense que ça nous a quand même pas mal aidé, peut-être même, entre guillemets, protégé, tu vois. Donc se protéger avec un système d'alarme ? Pour moi, oui, se protéger avec un système d'alarme. Moi, j'avais un système de mot de passe avec mes proches à l'entrée. Ouais. En gros, même si j'ai un proche à l'entrée qui me dit « c'est moi », je demandais un mot de passe pour être sûre parce que je pensais au homejacking et je me disais « homejacking, quelqu'un peut vous mettre un fusil derrière le dos et dire à mon proche « t'ouvres ou je tire, tu toques ou je tire ». Donc moi, j'avais un mot de passe. Du coup, à chaque fois que ma sœur, mes parents, mon fiancé, je disais mot de passe. Enfin, c'était des trucs qui nous faisaient rire en soi, mais quand on y pense, au final, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, on avait mis plein de choses en place qui n'ont pas... Les livreurs aussi. Tu devais être vigilante avec les livraisons. Oui, c'est ça. Dans mon immeuble, les livreurs ne pouvaient pas monter aux étages. Enfin, ça a été... Tu vois, ça aussi, c'est une piste qu'on explore parce que les 2 premières années... Je crois la première année où on habitait là-bas, ils pouvaient. Et puis, un an après, on a reçu un mail du syndic en nous disant que les livreurs ne pouvaient plus monter, sans raison. Donc, on ne sait pas... Moi, ils m'ont dit que... Mon ancien immeuble m'a dit que cet incident, c'était la première fois que ça arrivait. De toute l'histoire. Donc, il n'y avait pas de précédent selon eux. Oui, selon eux. Selon eux, il n'y a pas de précédent dans toute l'histoire de l'immeuble. Un homejacking comme ça. Voilà. Donc, mais oui, les livreurs, il faut éviter de les faire monter à la porte et tout. Tu sais, en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas vivre dans la peur aujourd'hui. Moi, j'ai en fait l'intime conviction qu'aujourd'hui, les nouveaux cambrioleurs et les nouveaux voleurs, ils ont un mode de fonctionnement qui est différent. J'ai l'impression qu'ils sont moins intimidés, qu'ils ont plus de sang-froid, qu'ils s'entraînent plus et que... Qu'ils observent aussi, oui, ils se préparent peut-être un peu plus. Moi, il y a eu plusieurs tentatives aussi, donc... Par le passé ? Par le passé, je ne dis pas que c'est les mêmes personnes, mais par le passé, il y a eu plusieurs tentatives. Donc, je me dis, des gens, ils peuvent prendre 1 an, 2 ans à observer ton quotidien, à se préparer, à essayer. Et le jour où ça passe, tu vois. Moi, ce jour-là, c'était des failles. C'est une porte qui est restée ouverte à l'entrée de l'immeuble, des travaux, quelqu'un qui passe derrière une autre personne. Enfin, c'est plein de choses qu'on suspecte qui ont pu amener justement à cette facilité. Un enchaînement d'événements. C'est ça. Fortuit. C'est ça. Ou prémédité, ou peut-être les deux. Ouais. Ça, on Jessie, Alan, je vous remercie
pour votre témoignage. J'imagine que ça doit vraiment pas être évident. Et j'espère du fond de mon cœur, très sincèrement, que vous aurez gain de cause. Voilà. J'espère qu'ils auront une sanction à la hauteur du traumatisme qu'ils vous ont provoqué et de ce qu'ils ont fait et de leurs actes, tout simplement. Et on vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs. Mais de ton côté, Jessie, toi, ça va pas changer. Oui, c'est Melting Curls. Que je t'avais reçu il y a plusieurs années. C'est ça, On avait parlé d'autres sujets, c'était un peu plus gai. C'était un peu plus gai. Et surtout, c'était ma première interview. Donc, c'est vrai. Ouais, c'était ma toute première interview. Donc, mais par contre, tu me donneras des nouvelles. Hein. Vous me donnerez des nouvelles une fois que l'audience aura eu lieu et une fois que vous aurez eu le rendu de justice. Et j'imagine que tu le communiqueras. Oui, oui, complètement. Voilà, sur tes réseaux. Oui. Et pour découvrir tout ça, on se rend sur ton compte Instagram. C'est Melting Curls. Oui, c'est toujours le même. Toujours pareil. Alan, Jessie, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés, de les avoir écoutés et d'avoir accompagné à mes côtés la parole de Jessie et Alan. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et faites attention. Bye.